Souvenez-vous, l'arrivée des casques bleus est justement quelque chose de formidable pour nous. Ils vont venir nous aider à faire le désarmement, à préparer les élections. Nous allons aller aux élections et les majoritaires vont être issus des urnes. Pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas ça? Il n'y a pas de risque de guerre civile? Non, ici? Non, il n'y en a plus, il n'y en a plus, c'est fini. L'affaire est pliée. On a fini la guerre. On va vers la paix définitivement. Il a jusqu'au 1er janvier pour prendre ses bagages et puis aller à Bouaké. Chers amis de la communauté internationale, je vous l'ai dit et je vous le répète ici. Pour vous, Alassane est quelqu'un, mais en Côte d'Ivoire ici, il n'est. En Côte d'Ivoire ici, il n'est. Ici, là, il n'est rien. Après le 1er janvier, je vais demander à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, les mains nues, d'envahir le Golf Hotel et de faire en sorte que ceux qui y sont et qui ont les fusils puissent quitter cet hôtel-là, parce que nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Effectivement, le 11 mars 2011, aux environs de 16h30, j'étais donc à l'état-major des armées lorsque le président de la République, par voie téléphonique, m'a demandé de venir le voir. Et quand je suis arrivé, le président m'a dit ceci. Mon général, il me tutoie habituellement, tu es avec Blé Goudé, mon homme de confiance. Je vais te poser une question, donne-moi la réponse. Ensuite, tu iras attendre à l'état-major. Je m'entretiendrai avec Blé Goudé. À l'issue de notre entretien, il viendra te voir et venez me voir ensuite, après avoir donc harmonisé vos vues. Et le président de la République de me dire, la communauté internationale vient de me lâcher. Les présidents angolais et sud-africains me demandent de démissionner. Qu'est-ce que tu en penses? Aussitôt, je saute sur l'occasion, je lui dis, Monsieur le Président, démissionnez. Démissionnez pour faire honneur à ces deux présidents. Si vous pensez réellement que vous avez gagné les élections et que la communauté internationale vous fait des difficultés, vous verrez qu'au bout de 5 ans, quand vous allez revenir, ça va être un plébiscite. Monsieur le Président, il y a déjà trop de morts. En plus, vous avez passé des commandes de munitions et d'armes. Depuis plus de 8 mois, nous ne les avons pas reçues. Donc, je vous demande de démissionner. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, vous voyez le combat que nous avons, mais avant de démissionner, allez-y voir votre frère Alassane Ouattara, discutez avec lui des modalités de votre départ et nous qui sommes avec vous, Monsieur le Président, ne nous oubliez pas parce que nous sommes nombreux. Et le président lui-même de reprendre, ah oui, vous êtes nombreux. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, ça va vous grandir. Et j'ai continué pour lui dire, Monsieur le Président, vous voyez le combat que nous avons mené de 2002 jusqu'à l'organisation du premier tour des élections et la situation que nous vivons ne sont pas pareilles. Vous voyez, en 2002, lorsque la Côte d'Ivoire a été attaquée, tous les Ivoiriens s'y sont mis. Ils ont battu le pavé. Nous étions sur la ligne de front. Nous avons donc harmonisé nos efforts pour arriver au premier tour des élections, tant enviées par la communauté nationale et la communauté internationale. Mais là, dans la situation présente, vous êtes 2 enfants du pays qui êtes allés aux élections. Et nous, les militaires, nous avons voté.
nous les militaires, nous avons voté. Et moi, en tant que chef d'état-major des armées, je ne peux pas demander à ceux qui ont voté pour le président Alassane Ouattara de se battre pour vous maintenir au pouvoir. Et l'exemple que j'ai pris pour encourager le président à démissionner, puisqu'il est chrétien comme moi, c'est l'exemple des 2 femmes dans la Bible qui réclamaient le même bébé et qui sont allées voir le roi, je crois Salomon, le roi Salomon, pour régler son problème. Et quand j'ai fini, il m'a dit « Ok, j'ai compris, n'en parle à personne ». Voici ONU Express. Pour Alassane Ouattara et ses partisans, l'hélicoptère des Nations Unies est désormais la seule voie de ravitaillement. Sans eux, on ne peut pas manger. Sans l'ONU, on ne peut pas manger. Ils ont barré toutes les routes. Et si on ne mange pas, on est bloqué. Ils sont encerclés par les partisans de Laurent Gbagbo. Chaque hélicoptère transporte près d'1 tonne de nourriture par voyage. À l'intérieur du refuge de l'hôtel du Golfe, il serait 1500, 2000. Leur nombre est gardé secret. Ce partisan nous fait visiter. Avec un poisson grillé. Après un mois de siège, les lieux ressemblent plus à un camp de réfugiés qu'au siège d'un gouvernement. Leurs ennemis les raillent d'ailleurs en les appelant la plus petite république du monde. Quand ils disent que la République du Golfe met chaque chose à son temps, on sait que bientôt on sera dans la République de la Côte d'Ivoire. Problème à ce jour, ils ne peuvent toujours pas sortir. Ils ont besoin de la protection des casques bleus de l'ONU. Quant à l'ultimatum qu'ils ont lancé à leur rival, il est resté sans effet. Mais il ne se démonte pas. Maintenant que M. Gbagbo, nous nous sommes réveillés, le premier n'a toujours pas quitté le pouvoir. Il a raté l'occasion, n'est-ce pas, que lui a donné le président Ouattara d'avoir le statut d'ancien chef d'État et l'immunité. Techniquement, vous sortez quand d'ici alors? Évidemment, je ne suis ni devin, ni marabout pour vous donner une date. Depuis qu'il a lancé son ultimatum à Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara est redevenu une ombre à l'hôtel du Golfe, invisible et muet. Une discrétion qui sert son adversaire. Ce soir, Laurent Gbagbo reste le maître d'Abidjan. Laurent Gbagbo qui de son côté espère que le temps, la lassitude et l'oubli joueront en sa faveur. Souvenez-vous. Les Nations Unies et Paris contre-attaquent à Abidjan. L'ONUCI, la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire et la force française Licorne ont de nouveau tiré des missiles près de la résidence de Laurent Gbagbo hier. Objectif de ces frappes, neutraliser les armes lourdes du président sortant. Des armes qui ont vraisemblablement été utilisées contre le Golf Hotel. Samedi, le quartier général d'Alassane Ouattara a été pris pour cible. À combien de mètres ils sont d'ici, les gens de Gbagbo? À moins de 500 mètres. À moins de 500 mètres. Vous pouvez me montrer où? Ce secteur-là. Ce secteur-là. On ne peut pas déterminer exactement leur position, sinon on allait détruire. Les proches de Laurent Gbagbo démentent toute attaque et accusent la France de vouloir assassiner leur chef. Isolé sur le plan international, le président sortant regagne du terrain dans la capitale économique. Du coup, les forces loyales à Alassane Ouattara se tournent vers une autre arme, la magie. Dans ce pays riche en superstitions, ils ont détruit une pierre apposée par leur ennemi lors de son arrivée au pouvoir. Ils soupçonnent Laurent Gbagbo d'avoir ensorcelé les habitants avec ce monument. Souvenez-vous. Circuler dans les airs, pour les soldats de l'ONU, c'est désormais plus facile que sur les routes. Depuis 5 jours, les entraves se multiplient. Même une ambulance a été contrainte de faire demi-tour. Les Nations Unies accusent désormais nommément le camp Gbagbo et dénoncent sur le terrain des techniques déloyales. Vous venez aider des gens, et on vous empêche de passer, on met devant vous une meute d'enfants. Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que militaire devant des enfants? Vous êtes obligé de vous arrêter.
À Abidjan, le siège des casques bleus ressemble de plus en plus à une cible potentielle. Le week-end dernier, 6 hommes armés ont tiré sur la façade en pleine nuit. En réaction, le bâtiment, posé sur une colline, est ceinturé par plusieurs épaisseurs de barbelés. Certains personnels des Nations Unies reçoivent depuis quelques jours des visites bien particulières. La nuit, à leur domicile, des hommes armés viennent pour y effectuer des fouilles et leur demandent quand ils vont partir de Côte d'Ivoire. Je suis donc allé à l'état-major et effectivement, à 19h30, je parle devant la cour, mais je parle aussi devant Monseigneur. À 19h30, Blé Goudé est arrivé. Blé Goudé et moi, nous avons l'habitude de nous appeler frères. Et quand il est arrivé, j'ai dit, frère, on était assis dans le canapé de mon bureau. Je me rappelle encore sa position, j'étais du côté gauche, il était assis du côté droit. De quoi as-tu parlé avec le président? Il m'a donné, le sujet c'était la démission du président. J'ai dit ok, quelle est ta réponse? Blé Goudé m'a dit, il faut qu'il démissionne. J'ai dit d'accord. Je parle devant la cour, mais je parle aussi devant Monseigneur. À 19h30, Blé Goudé est arrivé. Blé Goudé et moi, nous avons l'habitude de nous appeler frères. Et quand il est arrivé, j'ai dit, frère, on était assis dans le canapé de mon bureau. Je me rappelle encore sa position, j'étais du côté gauche, il était assis du côté droit. De quoi as-tu parlé avec le président? Il m'a donné, le sujet c'était la démission du président. J'ai dit ok, quelle est ta réponse? Blé Goudé m'a dit, il faut qu'il démissionne. J'ai dit d'accord. Le sujet c'était la démission du président. J'ai dit ok, quelle est ta réponse? Blé Goudé m'a dit, il faut qu'il démissionne. J'ai dit d'accord. Et puis tous deux, nous sommes assis et on a commencé à plaisanter un peu. Et c'est Blé Goudé qui dira, ah frère, en tout cas, si nos frères qui sont au nord arrivent, même si nous levons le drapeau, ça va être dur pour nous, parce qu'on n'a pas d'armes, on n'a pas de munitions. S'ils sont gentils, ils nous mettront en prison. Mais s'ils ne sont pas gentils, nous allons tous passer. J'ai dit, ah oui, ça c'est vrai, on n'a pas d'armes, on n'a pas de munitions. Bon, allons-y voir le président. Et c'est là que Blé Goudé va me dire, non, comme tu es le chef d'état-major des armées, va le voir. Déjà à ce niveau, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'en est pas. Mais quand je me suis rendu chez moi à domicile, j'ai raconté un peu l'histoire à mon épouse qui m'a dit, non, mais il faut aller voir le président. J'ai appelé le président. Et il m'a dit, ok, passe me voir aux environs de 23h30. Donc à 23h30, je me suis rendu chez le président. Je l'ai trouvé, il avait sa table de travail et il y a un petit bureau tout rond, il était assis tout seul et je me suis mis en face de lui. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, Blé Goudé est venu me voir, donc nous sommes d'accord et nous vous encourageons à démissionner. Il m'a dit, ok, n'en parle à personne. Ce monsieur a oublié qu'aujourd'hui, aucune armée, puissante qu'elle soit, ne peut pas venir en Côte d'Ivoire, enlever un président à l'avion, le faire partir et puis lui l'installer. C'est pas à Abidjan que ça va se passer. C'est pas à Abidjan que ça va se passer. C'est pas à Abidjan que ça va se passer. L'ONU n'a pas l'intention de quitter la Côte d'Ivoire et le fait savoir. À New York, le Conseil de sécurité a prolongé le mandat de ses 10 000 casques bleus de 6 mois, tandis qu'à Abidjan, son représentant spécial accuse. À partir du 15 décembre, le camp du président Gbagbo a accru les actes hostiles à l'endroit de la communauté internationale, y compris le corps diplomatique, les forces impartiales et l'ONU aussi. Intimidation du personnel onusien à leur domicile par des jeunes en armes, attaque du siège des Nations Unies à Abidjan, Young Jin Choi cite des cas précis et reste ferme. Comme le dit Winston Churchill, si vous traversez l'enfer, continuez d'avancer. L'ONU aussi continuera de faire son travail. Plus les jours passent, plus la communauté internationale tente d'accentuer l'isolement de Laurent Gbagbo. Mais celui-ci ne montre aucun signe de fléchissement, ni l'intention de céder son palais présidentiel à son rival, Alassane Ouattara.
Quoi que ça nous coûte, nous ne céderons pas. Quoi que ça nous coûte, nous ne céderons pas. Quand vous faites les élections chez vous, là, nous, on parle dedans. Quand Sarkozy a été élu en France, là, nous, on a dit, on reconnaît ou on ne reconnaît pas. Ce n'est pas leur rôle de dire qui doit être président et qui ne doit pas être président en Afrique. Les craintes de violence, elles, sont toujours présentes. Charles Blé Goudet, désormais ministre de la Jeunesse, mais qui se présente encore comme le général de la rue, a entamé une tournée pour mobiliser ses troupes. Devant le siège de l'ONU, tous les jours, des habitants viennent se faire soigner par peur d'aller dans les hôpitaux. Ça fait 3 jours aujourd'hui, on ne dort pas. La nuit, ça tire partout dans ta maison, tu ne peux pas dormir. On court, on rentre n'importe où, ils sont derrière nous avec les fusils. L'hôpital ne peut pas se charger des blessés puisqu'on sait de quoi il s'agit. Ceux qui vont aller blessés, on va leur demander. Vous êtes partisans d'Alassane. Isolé à l'étranger, Laurent Gbagbo garde la main en Côte d'Ivoire. Il a réussi à couper tout accès aux journalistes étrangers à l'hôtel où se retranche Alassane Ouattara et semble prêt à poursuivre longtemps encore son bras de fer avec la communauté internationale. Souvenez-vous, souvenez-vous. Le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simao, a au cours de sa visite en terre ivoirienne été reçu en audience par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Après avoir salué les performances économiques du pays, l'émissaire de l'ONU a dit sa volonté et celle des Nations Unies à accompagner la Côte d'Ivoire dans le processus électoral en vue du scrutin présidentiel d'octobre prochain. Nous avons profité de l'occasion pour saluer les efforts que le pays fait sur la leadership de son Excellence le Président pour le développement économique du pays, l'économie qui pousse. Et ça se traduit dans l'amélioration du niveau de vie des populations. Et un pays qui prépare les élections sont toujours un moment spécial dans n'importe quel pays. Et votre pays, la Côte d'Ivoire, est un bon chemin de préparer les élections paisibles. Leonardo Santos Simao a aussi eu une séance de travail le même jour avec le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly Kuibière, au siège de l'institution. Le président Laurent Gbagbo a reçu en audience une délégation de l'Organisation des Nations Unies ce vendredi 18 avril à son cabinet. La délégation était conduite par le secrétaire général adjoint Leonardo Santos Simao, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Au menu des discussions, il y avait essentiellement les conditions d'élection apaisées en Côte d'Ivoire. Notre visite s'inscrit dans le cadre de contacter les forces et entités politiques du pays dans le cadre de préparation des élections. Nous écoutons les uns et les autres et nous demandons de partager leur vision sur l'état de préparation du pays, quelles sont les préoccupations qui se posent et comment travailler ensemble pour surmonter ces difficultés. Parce qu'il faut surmonter ces difficultés pour garantir des élections paisibles. Il faut toujours travailler ensemble pour protéger et préserver la paix et la stabilité du pays et éviter violence qui va créer beaucoup de problèmes aux citoyens et au pays tout entier. Donc, le président Gbagbo a partagé avec nous ses préoccupations sur l'état du pays dans ce sens. Nous encourageons les forces politiques du pays à travailler ensemble parce que nous sommes convaincus que les obstacles qui se posent sont surmontables. Et surtout dans l'esprit de travailler pour que les élections soient paisibles. À cette occasion, le président du PPACI était entouré du président exécutif Sébastien Dano Guégué et plusieurs responsables du parti. Pour rappel, le président Laurent Gbagbo avait déjà annoncé la venue de cette délégation au cours d'une réunion du comité central en janvier dernier. Aujourd'hui, c'est chose faite. La délégation est en Côte d'Ivoire en vue des élections sans violence. Ce qui
applaudissaient l'ONU hier semblent ne pas vouloir aujourd'hui. On peut aussi constater que ceux qui récusaient l'ONU hier veulent aujourd'hui l'ONU. Tout à fait. C'est ça la complexité de l'affaire ivoirienne. Mais pourquoi sont-ils fébriles? Il y en a que j'ai entendu ici dire qu'il faut mettre la Côte d'Ivoire sous tutelle de l'ONU. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y en a que j'ai entendu parler ici. Ils ont dit qu'il faut qu'on confie l'organisation de nos élections, nous, à l'ONU. Est-ce que vous êtes d'accord? Eh bien, les élections de dimanche prochain, c'est entre eux et moi. C'est entre ceux-là et moi. Je ne veux pas voir à la tête de la Côte d'Ivoire quelqu'un qui veut que notre pays soit gouverné par l'étranger. Je ne veux pas voir à la tête de notre pays quelqu'un qui veut que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire soit dissoute. Je ne veux pas voir à la tête de notre pays quelqu'un qui veut que les pouvoirs de la République du président lui soient retirés au profit d'un ami de l'étranger. Chers amis, c'est pourquoi je suis devant vous. Sinon, je sais que je ne devais même pas faire campagne. Mais je suis devant vous pour vous rappeler l'enjeu des élections de dimanche. L'enjeu, c'est entre celui qui veut que la Côte d'Ivoire se gouverne elle-même et ceux qui veulent donner la Côte d'Ivoire à d'autres. Je ne suis pas d'accord pour que ceux-là viennent brader mon pays. Je le dis tout net. Je le dis tout net. Les gens qui ont tenu ces propos hier devraient avoir honte d'être candidats. Les gens qui ont tenu ces propos hier devraient avoir honte d'être candidats. Si tu penses que le pouvoir dans ton pays doit aller à l'étranger, tu ne devrais pas demander les voix des citoyens de ce pays-là. Si tu penses que le pouvoir dans ton pays doit aller à l'étranger, tu ne devrais pas demander les voix des citoyens de ce pays-là. Je le dis tout net et tout clair et je ne suis même pas en colère. Je ne suis même pas en colère. Je voudrais rappeler à chacun ce qu'il a dit hier. Or, ce qu'ils ont dit hier, c'est de laisser la souveraineté de la Côte d'Ivoire à l'ONU. Je ne suis pas d'accord. Laurent Gbagbo, seriez-vous prêt à sacrifier des Ivoiriens pour légitimer votre vision de la démocratie? Ce n'est pas une question de sacrifier des Ivoiriens. C'est une question qui est mondiale. On est au seuil de tout cela. La situation est tendue dans le pays. Ce n'est pas la première fois que la situation sera tendue en Côte d'Ivoire. Vous ne quitterez pas le pouvoir? Oh mais écoutez, j'ai été élu. C'est plutôt à ceux qui n'ont pas été élus qu'il faut parler. Si dans les semaines à venir, la communauté internationale continue les pressions, vous ne quitterez pas le pouvoir? Mais pourquoi elle continue les pressions alors que c'est injuste? Je voudrais rappeler à chacun ce qu'il a dit hier. Or, ce qu'ils ont dit hier, c'est de laisser la souveraineté de la Côte d'Ivoire à l'ONU. Je ne suis pas d'accord. Je voudrais rappeler à chacun ce qu'il a dit hier. Or, ce qu'ils ont dit hier, nous avons demandé le départ de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, et des forces françaises qui la soutiennent. Notre démarche s'est faite par la voie diplomatique. C'est par la voie diplomatique que nous entendons obtenir satisfaction sur cette exigence capitale pour notre souveraineté. C'est de laisser la souveraineté de la Côte d'Ivoire à l'ONU. Je ne suis pas d'accord. C'est de laisser la souveraineté de la Côte d'Ivoire à l'ONU. Je ne suis pas d'accord. C'est de laisser la souveraineté de la Côte d'Ivoire à l'ONU. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ah!